Bonjour, chers amis qui aimez la vérité historique, qui aimez la vérité tout court. À présent, la vérité est bousculée. Elle est rejetée. Ça fait longtemps qu'elle est rejetée. Et ceux qui ont voulu servir la vérité, souvent ont été assassinés. Alors, je voudrais informer ceux qui m'écoutent, qui me suivent sur cette chaîne de moi, sur YouTube, Professeur Alou Kwame René, auquel aussi on peut accéder en tapant Kwame René Alou, que j'ouvre une nouvelle rubrique que j'intitule l'échiquier mondial présent ou actuel vu par Professeur Alou Kwame René, ou vu simplement par Professeur Alou. Alors, donc ce sera une série. Ça va donc concerner l'histoire contemporaine. Voyez-vous, avant 1991, avec la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, c'est-à-dire l'URSS, avant cette période et avec la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945, le monde a connu ce qu'on a appelé la guerre froide, la bipolarisation, c'est-à-dire il y avait deux pôles. Un pôle occidental avec pour leader les États-Unis et un autre pôle, disons, qui est à l'Est avec l'URSS comme leader et qui regroupait beaucoup de pays socialistes, communistes, etc. Et cette période-là a été caractérisée par ce qu'on a appelé effectivement la guerre froide, mais qui était chaude à certains endroits, parce que indirectement, les leaders de ces deux pôles se faisaient la guerre à travers d'autres personnes, d'autres entités politiques. Et justement, cette période a été marquée par la politique instaurée par le président Truman, qu'on a appelé le containment, c'est-à-dire contenir le communisme, pour ne pas que le communisme s'étende. Puisque, avec la guerre du Vietnam, la guerre au Cambodge, etc., il y a eu une avancée, je peux dire, des régimes communistes. Ah oui, c'est ce qui s'est passé, une avancée des régimes communistes, avec le Vietnam, avec le Laos, avec le Cambodge, etc. Voilà. Et ça, les États-Unis ont décidé donc de contenir le communisme. Mais comme je l'ai dit, cette série va concerner l'échiquier mondial actuel. Je pars donc de 1991, quand l'URSS s'écroule. Pourquoi? À cause de contradictions internes. L'URSS s'est écroulée à cause de contradictions internes. Ce n'est pas parce que le premier pôle, le pôle occidental avec pour leader les États-Unis, a gagné. Non. Mais quand l'URSS s'est écroulée, beaucoup de pays qui faisaient partie de l'Union des républiques socialistes soviétiques sont devenus indépendants. La Lituanie, l'Estonie, la Lettonie, le Kazakhstan, le Turkménistan, le Tadjikistan, la Géorgie, etc. sont devenus indépendants. Mais qu'est-ce qui va se passer? Il y a eu ce qu'on peut appeler un accord entre gentlemen, pour ne pas dire entre gentlemen. Les États-Unis, les hommes politiques, par la parole, ont dit qu'ils ne vont pas étendre l'OTAN à l'Est. Parce qu'en temps, le pôle Est, dont l'URSS était le leader, au plan militaire, était dans l'institution qu'on appelle le pacte de Varsovie. Le pacte de Varsovie. Et le pôle militaire donc du premier pôle occidental,
c'était l'OTAN, le traité de l'Atlantique Nord. Mais on a vu que pendant même la période de la guerre froide, les États-Unis, la France, etc. ont fait des guerres extérieures, hein, parce qu'ils disent qu'ils voulaient lutter contre le communisme. On a vu comment ça s'est terminé. Hein? On a vu comment ça s'est terminé, notamment la chute de Saigon, où les soldats américains ont pratiquement fui en quittant Saigon. Ça m'a fait penser, quand j'ai vu ce qui s'est passé en Afghanistan, la façon dont les soldats américains ont quitté Kaboul, ça m'a fait penser immédiatement à la chute de Saigon. Bon, les Américains et le pôle occidental, l'OTAN, disent que eux, ils n'ont signé aucun accord à ce propos. Et que tous les pays sont libres d'adhérer à l'OTAN ou pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? L'OTAN s'est étendue. Beaucoup de pays qui anciennement même faisaient partie du pacte de Varsovie sont entrés dans l'Union européenne et puis ensuite dans l'OTAN. La Pologne. Quel autre pays encore que je peux citer? La Roumanie, etc. Et chaque fois que, donc ça s'est étendu à près de 15 pays. Et chaque fois que, donc que ces pays-là entrent dans l'Union européenne et dans l'OTAN, mais l'OTAN installe ses bases militaires. L'OTAN installe ses bases militaires. Et comme je l'ai dit, les États-Unis, qui sont les leaders du pôle occidental, ont considéré qu'ils ont gagné donc la guerre froide. Ils ont gagné la guerre froide. Voilà. Mais je le dis, c'est fait par des contradictions internes même du système soviétique. Ils ont multiplié les bases militaires. Non seulement en s'étendant à l'est de l'Europe, jusqu'aux portes, jusqu'aux encablures même de l'Union soviétique. Et ils ont multiplié les bases militaires. Parce que alors, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, c'était une puissance unique. La seule puissance unique mondiale, c'était les États-Unis. Et ça, il y a même une politique qui a été instaurée depuis l'indépendance des États-Unis, je crois, en 1776, quand ils ont vaincu leur patrie mère, c'est-à-dire que l'Angleterre. Pour eux, ils ont une destinée, comment ils appellent cela même? C'est une destinée. Ils estiment que c'est une destinée qui leur est due et que, voilà, ils appellent cela la destinée manifeste. Et que les États-Unis sont appelés à être un pays puissant qui va dominer le monde entier. C'est ça la destinée manifeste. Et on l'a vu avec la doctrine Monroe qui mettait, je peux dire, sous couvercle, hein, avec la domination des États-Unis. Il faisait la loi et le beau temps dans toute l'Amérique du Sud, dans l'Amérique centrale. On a vu comment le président Salvatore Allende a été tué, hein, par Pinochet, avec l'aide de la CIA. La CIA et puis les compagnies américaines comme la United Fruit faisaient la loi et défaisaient les présidents qu'ils voulaient en Amérique du Sud. Bon, avec Cuba, ils ont tenté toutes sortes de coups d'État, plusieurs tentatives d'assassinat de Castro, mais ça n'a pas marché. Mais ils ont fait un embargo dur contre Cuba qui perdure jusqu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, quelle est l'attitude des pays de l'Amérique du Sud? Il n'y a pas longtemps, le président du Mexique disait qu'ils en ont marre, hein, de la politique hégémonique des États-Unis et de leur condescendance. Le président du Mexique a osé dire cela. Il a osé dire cela. Et on a vu comment le Venezuela, depuis le président Hugo Chavez, et puis aujourd'hui, le président Nicolas Maduro, tient tête aux États-Unis. Et avec la crise de l'Ukraine, où voilà, maintenant, ils ont fait des embargos contre la Russie. D'ailleurs, les sanctions, les États-Unis ont fait des sanctions, appliquent des sanctions contre 40 pays. 40 pays. Et maintenant, ils négocient auprès du président Nicolas Maduro pour qu'il augmente la production de pétrole, etc. Nicolas Maduro n'a pas écouté le président américain. Non, il n'a pas écouté Joe Biden.
Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, ils tiennent tête à la puissance américaine. C'est ça les faits. Et ils ont créé le Mercosur. Les pays de l'Amérique latine ont créé le Mercosur. D'ailleurs, en principe, ça devait être une jonction avec l'économie américaine et puis l'économie du Canada, mais ce n'est pas totalement cela. Ce n'est pas totalement cela. Et l'Argentine et le Brésil, qui étaient des rivaux, aujourd'hui se mettent ensemble. Ils veulent même créer ensemble une monnaie pour développer les économies parce qu'ils sont devenus des pôles économiques importants. L'économie de l'Argentine et puis l'économie du Brésil sont aujourd'hui des économies importantes et qui tiennent tête à tous ceux qui veulent jouer avec leur souveraineté. On a vu le président français Macron dire que oui, que le gouvernement brésilien est en train de détruire la forêt amazonienne, etc. Mais qu'a rétorqué le gouvernement brésilien? Le gouvernement brésilien a dit, ce n'est pas votre problème. C'est notre territoire. Notre forêt, nous en faisons ce que nous voulons. C'est cela. C'est cela. Et d'ailleurs, une bonne partie aujourd'hui de la forêt amazonienne du Brésil, ben, les gens font du soja et puis ils font aussi de l'élevage à grande échelle de bovins. Et c'est de ça que Macron se plaît. Ils l'ont envoyé balader, excusez-moi l'expression, mais c'est ce qui s'est passé. C'est cela. Et donc, les États-Unis ont multiplié les bases partout dans le monde. Près de 900 bases militaires. Il y a des bases même qui sont vraiment des îles entières. Par exemple, l'île de Diego Garcia, c'est une base militaire américaine. On ne sait même pas ce qui s'y passe. Vous comprenez? Et donc, ils sont maintenant aux portes de la Russie. D'ailleurs, bien avant la crise ukrainienne, mais il y a des hommes politiques importants des États-Unis qui ont déclaré que ce n'est pas normal que la Russie ait un tel territoire aussi vaste. Parce que quand l'Union des républiques socialistes soviétiques s'est écroulée, ils ont vu en la Russie l'héritière de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Or, quand l'Union des républiques socialistes soviétiques s'écroule, mais l'URSS s'est écroulée et la Russie est affaiblie. Boris Yeltsin n'a pas été un chef d'État à la hauteur. Vous voyez, il n'a pas été un chef d'État à la hauteur. Malheureusement, il avait un problème particulier avec l'alcool. Et l'économie était à genoux. Vous voyez. Et donc, c'est le président de la République de la Fédération actuelle de Russie, Vladimirovitch Poutine, c'est lui qui a relevé la Russie. Parce que la Russie se sentait humiliée. Et donc, il fallait relever ce challenge-là et puis faire à nouveau de la Russie une grande puissance. Parce qu'au sein des républiques, de l'Union des républiques socialistes soviétiques, la Russie était l'État le plus important. La Russie était l'État le plus important. Et quand cette Union des républiques socialistes soviétiques s'est écroulée, il y a 25 millions de Russes qui se sont retrouvés être des minorités dans les pays qui anciennement faisaient partie de l'URSS. Minorité russe en Géorgie, minorité russe en Lettonie, minorité russe en Lituanie, minorité russe au Kazakhstan, etc., etc. Vous voyez, 25 millions de Russes. Voilà. Et donc, Poutine a relevé l'économie russe et a redonné la dignité et la fierté à la Russie. Mais j'ai dit que des hommes politiques américains ont dit que eux, il faut que la Russie soit sectionnée en 15 États. Cela veut dire que eux-mêmes, ils ont une visée hégémonique. Donc, pour eux, la chute de l'URSS n'a pas suffi. Il faut aussi faire chuter la Russie. Et malheureusement, pour le traité de l'Atlantique Nord, la Russie a renforcé ses capacités militaires. J'ai écouté un discours très édifiant du président Poutine qui disait, on leur a dit, respectons les traités que nous avons signés sur la limitation des armes nucléaires. C'est les traités START, bon, disons, qui concernent, disons, les étoiles, comme on dit. Mais on a vu, Ronald Reagan, le président américain, a dit non, que lui va faire
Star Wars, la guerre des étoiles. Vous comprenez? Et donc, la Russie a réagi par rapport à ce qu'elle estime être une menace contre son existence. Et la guerre en Ukraine, c'est une réaction de la Russie qui estime que c'est une menace contre son existence même. Et comment est-ce que le président russe a décrit ça? Il a pris une image. Puisque souvent on dit que la Russie est symbolisée par l'ours. Il dit, mais qu'est-ce qu'on veut faire? On veut arracher les dents de l'ours et puis on va arracher ses griffes pour que l'ours soit un animal incapable de se défendre. Mais non, nous n'allons pas laisser faire cela. Vous voyez? C'est comme ça. Et maintenant, il a dit, écoutez-nous. C'est comme ça qu'ils ont montré des missiles hypersoniques capables de déjouer même les systèmes de défense qui peuvent intercepter les missiles. Vous voyez? Donc c'est ça. Des missiles hypersoniques qui peuvent lâcher et se déplacer, changer d'orbite. C'est pas que ces missiles n'apprennent pas une orbite fixe, non. Elles peuvent changer ils peuvent changer de choses, je peux dire de trajectoire à tout moment. Donc il est très difficile de les intercepter. Et puis maintenant il a dit, écoutez-nous, parce que nous avons ce type d'armes-là. Et puis qu'est-ce qu'ils ont? C'est ça. Ils ont un missile terrible que les gens ont appelé Satan 2, qui peut faire des dégâts énormes. Alors, maintenant, l'OTAN commence à se rendre compte que, durant ce temps-là, la Russie s'est dotée d'armes qui sont terribles. Il y a même une arme à travers, à travers le sous-marin, des sous-marins très furtifs. Et quand il lâche cette bombe-là, ça peut provoquer un tsunami de près de 15, 20, 30 mètres. Donc ça peut inonder totalement même l'Angleterre. Vous voyez. Alors ils ont désigné la Russie comme leur ennemi. Bon. Concernant l'Ukraine. L'Ukraine est née avec la chute de l'URSS. L'Ukraine faisait partie de l'URSS. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Américains, avec leurs services secrets, ils ont de nombreux services secrets. Souvent, on entend parler de la CIA et puis du FBI qui, lui, agit seulement sur le territoire américain, mais aussi la NSA, la National Security Agency. Mais ils ont d'autres services secrets liés à différentes unités militaires et qui agissent partout dans le monde. Vous voyez? Et ils sont parvenus à retourner les dirigeants de l'Ukraine contre la Russie pour en faire des personnes qui ont une politique russophobe. D'ailleurs, aujourd'hui, la russophobie, curieusement, s'étend en Europe occidentale. C'est curieux. Mais si on veut voir la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne ukrainienne, qui l'a gagné? C'est la Russie. En fait, c'est l'URSS. L'URSS a payé un tribut de 27 millions de morts. C'est vers la fin que les Américains sont venus. Mais ils font comme si c'est eux qui ont fait le gros du travail, alors que ce n'est pas eux. Les premières troupes qui sont rentrées dans Berlin, c'est l'armée rouge. Voilà. C'est l'armée de l'URSS. Et aujourd'hui, il y a une russophobie qui s'étend. Comme je l'ai dit, ce sera une série, hein, c'est cette vidéo-là. J'en suis déjà à 18 minutes 40. Et donc, les Ukrainiens, les dirigeants ukrainiens menaient une politique hostile vis-à-vis d'une partie de leur population, qui sont ceux qui sont au Donbass, qui sont des populations qui ont pour langue maternelle le russe. Mais la partie ouest de l'Ukraine est composée. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur la guerre de l'Ukraine. C'est composé de plusieurs populations. Il y a des populations d'origine polonaise, il y a des populations d'origine autrichienne, parce que l'Autriche-Hongrie, à un moment donné, l'Empire autriche-hongrois a eu une certaine influence sur une partie de ce territoire-là. Il y a même des Magyars, c'est-à-dire des gens qui sont proches des Hongrois, qui sont d'extraction hongroise. Hein? Et c'est tout ça qui fait la population de l'Ukraine de l'Ouest. Mais on a vu certains qui ont combattu aux côtés des troupes hitlériennes, avec un certain Bandera, aujourd'hui qui est adulé en Europe, en Ukraine, où on érige des statues, etc. à sa gloire, alors que c'est un massacreur de juifs. Il a massacré des juifs à coups de revolver et de fusils. Hein?
et d'armes d'assaut, de fusils d'assaut. C'est ce que ce Bandera a fait. Et on a vu donc les forces spéciales ukrainiennes qui étaient des forces nazies, notamment les groupes Azov. Vous voyez. Alors, il y a eu les accords de Minsk en Biélorussie, où il a été dit qu'il fallait donner l'autonomie aux régions du Donbass, c'est-à-dire Donetsk et Lugansk. Mais cet accord signé, mais Poroshenko qui était président de l'Ukraine a décidé de ne pas respecter cela. Oh, il a signé. Et il a signé avec qui? Comme témoin. Avec Merkel, la chancelière allemande, et le président François Hollande. Et ils n'ont rien fait pour faire respecter cet accord. Et après, eux-mêmes, ils ont déclaré que c'était pour donner le temps à l'Ukraine de s'armer. Vous voyez. Mais on dit que c'est la Russie qui est l'agresseur. Et c'est comme ça que pendant plusieurs années, hein, pratiquement depuis 2018, l'armée ukrainienne bombardait les régions du Donbass, hein, les villes du Donbass, tuant des civils, etc. Et c'est comme ça que dans un premier temps, les Russes ont envoyé des forces spéciales, hein, qui ne portaient pas évidemment les treillis russes, de l'armée russe, mais qui portaient d'autres types de treillis, etc. Pour limiter les dégâts. Mais ça fait combien de morts? D'autres parlent entre 8 000 et 18 000 morts, hein, que le gouvernement ukrainien a fait a causé contre sa propre population, une partie de sa population. Alors cette partie de la population a décidé de prendre les armes et d'être indépendante. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui étaient russophones, qui venaient du Donbass et qui faisaient partie de l'armée ukrainienne, ils se sont retournés contre le gouvernement ukrainien. Et puis ils étaient dans l'armée, donc ils ont utilisé les armes qu'ils avaient à leur disposition. Et puis maintenant, il y a un peu plus d'1 an, la Russie maintenant a décidé, puisqu'ils n'ont pas voulu respecter les accords de Minsk. Parce que, sur quelle base Volodymyr Zelensky a été élu? Sur la base de ce qu'il allait faire finir la paix dans le Donbass, en respectant les accords de Minsk. Mais curieusement, après, il a décidé de ne pas respecter les accords de Minsk. Et quand la guerre a commencé, il a vu les difficultés, il voulait signer un accord avec la Russie. C'est le premier ministre anglais qui est venu qui a dit, pas question que tu signes. Mais à partir de ce moment, chers frères et sœurs, chers amis qui me suivez sur YouTube, vous vous rendez compte que les Européens, et sur l'échiquier mondial, on ne veut plus respecter la sacro-sainte règle qui dit non-immixtion dans les affaires intérieures d'un pays. Mais eux, ils ont créé le droit d'ingérence humanitaire. D'ailleurs, c'est sur la base de ce droit d'ingérence humanitaire qu'ils sont allés bombarder la Libye. Alors que si même le gouvernement de Kadhafi avait un problème avec les gens de Benghazi, mais en quoi est-ce que ça vous regarde? Ça ne vous regarde pas. Même le cas de la Côte d'Ivoire, il y a eu une élection. Et puis, à la suite de cette élection, il y a des mésententes anti-ivoiriens. Mais ils sont venus intervenir directement. Sarkozy est venu intervenir directement. Donc, c'est-à-dire que l'importante règle de la non-émission dans les affaires intérieures d'un État, ils ont mis ça de côté. Donc, ça laisse la porte ouverte à toutes sortes de conflits, à toutes sortes de guerres. C'est ce que les Occidentaux font. C'est ce que les Occidentaux font. Et sur cette base-là, ben, les États-Unis prennent des sanctions, ils prennent des sanctions. Et qu'aujourd'hui, ils en sont à 40 pays qui sont soumis à des sanctions. Comme je l'ai dit, c'est une série que je vais faire. Je pense que je vais m'arrêter là. Vous voyez. Mais aujourd'hui, on voit les sanctions sont en train de se retourner contre eux-mêmes. Et puis les États-Unis prennent des sanctions même contre leurs alliés, notamment contre des entreprises européennes. Ils prennent des sanctions même contre des entreprises européennes. On a vu BNP Paribas qui a été soumis à une sanction, ils ont payé une lourde amende. Et pratiquement, ça fait que BNP Paribas est à genoux. Il y a la, comment on appelle ça, la société Lafarge. Parce qu'elle a donné de l'argent à l'État islamique pour que l'État islamique la laisse
continuer ses activités en Syrie. Hein? Mais les États-Unis ont pris des sanctions terribles contre Lafarge. Ils ont payé des milliards de dollars. Donc, ils prennent des sanctions même contre leurs alliés. Parce qu'ils se sentaient être la superpuissance. Mais aujourd'hui, on va le voir dans d'autres vidéos sur cette série que je vais faire. Il y a d'autres pôles qui sont nés. Il n'y a pas que la Russie. Il y a la Russie, la Chine. Il y a l'Indonésie qui est en train de monter en puissance. Il y a l'Inde qui monte en puissance. Vous voyez, donc il y a d'autres pôles économiques qui sont en train de surgir et aussi des pôles militaires. L'Iran aujourd'hui est une puissance militaire. Voilà, donc je vais continuer, je vais faire cette série-là. Donc je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est à Cocody, en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Je vous invite à regarder la série de vidéos que j'ai fait sur l'ouvrage de Brzezinski, Le Grand Échiquier. Voilà, ça va vous aider à comprendre ce qui s'est passé avant justement la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Donc comme j'ai dit, j'enseigne à l'université Félix Houphouët-Boigny. C'est une université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Merci encore et bonne journée à tous.